Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Oui, je sais, vous allez me dire, est-ce que j'ai pris un abonnement chez les Québécois? J'en sais rien. Mais en tout cas, encore une interview avec une Québécoise. Ça fait plaisir parce que là, enfin, on a une catcheuse. C'est très rare d'en avoir et c'est très rare également aussi qu'il y a des catcheuses. Bref, j'arrête de parler. Salut à toi, Zaël. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Je suis Azaël. On me surnomme The Angry Red Woman. Je lutte depuis maintenant 10 ans ici au Québec et je suis allée également aux États-Unis. Ok, bah, comme ça au moins on va parler de pas mal de choses. Comment tu découvres le catch toi pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un peu l'histoire de tout le monde, télévision, est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment le catch arrive dans ta vie? D'une façon assez particulière, contrairement aux autres. La plupart des gens, écoutaient ça avec leurs parents ou leurs grands-parents. Ouais. Moi, j'ai pas découvert la lutte avant ma vingtaine. D'accord. Donc, c'était plutôt sur le tard, là. Donc, c'est un ami que j'avais au collège qui m'a invité un soir à aller voir de la lutte. Et moi, dans ma tête, c'était, bon, je connaissais les The Rock, Hulk Hogan de ce monde, mais sans plus. Il m'a invité à aller voir de la lutte à Shawinigan, qui est une ville pas très loin de chez moi. Puis, ma première réponse a été « Pardon? Qu'est-ce que tu me dis là? De la lutte? Mais qu'est-ce? » C'est ça, finalement, je suis allée voir l'événement ce soir-là et je suis vraiment tombée en amour assez instantanément. Ça a été un coup de foudre. J'ai toujours fait... Moi, j'ai un diplôme, en fait. Je suis diplômée en théâtre et... J'ai toujours fait des arts martiaux. Donc, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté. Donc, pour moi, c'était le mix parfait, finalement, de tout ça. Ouais, c'est important en plus de faire des sports de combat comme ça, au moins ça prouve que tu es une femme qui se laisse pas faire et c'est important. T'expliquer que tu découvres le catch aussi tard, à 20 ans. Toi, plus jeune, à l'école primaire, t'as pas connu tout ce qui était les cartes Slam Attacks. Tu vois, les cartes, je sais que ce qui était beaucoup répandu, c'était les cartes Pokémon, mais Ouais. les cartes de catch, il y en avait pas. Enfin, t'en avais déjà vu? Pas du tout, non? Non, jamais, jamais. Nous, ce qui était très populaire, c'est ça, c'est ce qu'ils appelaient les pogs, là, qui étaient comme des espèces de ronds en plastique avec des images. Ouais, je vois. Nous, on appelait ça des craps et des waps. Ouais, bon, c'est ça. Nous, ça, c'était très populaire. Tout ce qui était cartes Pokémon. On a eu une phase Digimon aussi qui a été assez populaire, mais sinon, non, des cartes de lutte, nous. Peut-être un peu hockey, baseball, là, mais pas de lutte. J'en ai jamais vu. Et même du côté de ton entourage, tu n'en avais jamais entendu parler ou quoi que ce soit, même pas. Absolument pas. Et pourtant, mon grand-père écoutait ça de façon religieuse, mais j'étais même pas au courant. Donc, c'est vraiment, non, c'est vraiment arrivé de nulle part, là. Ok. Tu dirais que ça a été quoi, toi, l'élément déclencheur qui, justement, t'a permis donc de passer le cap, donc tu vois, de devenir cette simple femme de catch qui découvre justement un soir le catch. Et justement, c'était quoi la réaction de ta famille? Est-ce qu'ils t'ont suivi là-dedans? Est-ce que c'était un peu compliqué pour certains? Moi, j'ai toujours été très chanceuse. Ma famille a toujours été mes supporters numéro 1. Là. Ma mère m'a suivi très longtemps, me suit encore quand qu'elle peut. Mon père aussi également m'a suivi au départ, un peu moins maintenant avec les années, mais au départ venait de façon régulière là, assister à mes combats. Moi, ça n'a vraiment pas été un problème. Au contraire, là, je pense que mes parents étaient contents que je m'investisse autant, en fait, dans un sport, dans quelque chose qui était plutôt physique, là, plutôt que de... Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un assez geek, assez gamer. Tu sais, je jouais beaucoup à l'ordinateur, des choses comme ça, à mes consoles aussi. Donc, de me voir m'investir dans quelque chose de plus sportif, plus demandant physiquement, je pense que mes parents étaient très contents. Puis, c'est ça, moi,
dans le fond, de passer de simple fan à devenir lutteuse, catcheuse. En fait, c'est ça, c'est après avoir été à être allée à cet événement-là, j'ai commencé à faire les pratiques de lutte. Donc, je me suis inscrite à l'école de lutte de cette compagnie-là, de cette organisation-là. Puis par la suite, j'écoutais beaucoup de lutte indie. Donc, moi, j'étais beaucoup dans tout ce qui était ROH, PWG. C'était pas mal les deux compagnies que j'écoutais le plus, en fait, en ligne. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à écouter la WWE par le fait même. Puis, j'ai découvert aussi des organisations québécoises, donc d'ici, auxquelles je me suis attachée. Là, j'ai commencé, avec les années, à écouter des spectacles de la NSPW, par exemple, compagnie dans laquelle je lutte maintenant, aujourd'hui. Mais c'est ça, là, tu sais, je me suis promenée beaucoup, mais j'ai commencé en septembre 2014 à la FCL, en fait, qui est la Fédération canadienne de lutte, là, à Shawinigan. Comme je disais en intro, il y a très peu de femmes, malheureusement, dans ce domaine d'hommes. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a donné envie, justement, et t'a attiré dans le catch? Mais c'était vraiment le mélange de sport, de combat, avec tout l'aspect théâtral. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, moi, je suis diplômée en théâtre. J'ai fait de l'improvisation tout mon secondaire, en fait, là, donc, c'est ça, tu sais, pour moi, ça venait marier parfaitement ces deux aspects-là de ma vie. Puis, c'est vraiment ça qui m'a fait tomber en amour. Puis, j'ai toujours été un peu plus tomboy, là, tu sais, un peu plus ce qu'on appelait chez nous, petit garçon manqué, là. Donc, c'est ça, pour moi, c'était pas un problème, là, d'être dans un milieu d'hommes. Je me suis souvent beaucoup plus mieux entendue avec des hommes qu'avec des femmes dans ma vie en général. Donc, pour moi, c'était naturel, là. OK. Et la première fois, justement, que tu rentres dans cette école, il y avait des femmes, c'était compliqué de travailler avec des hommes parce qu'en général, tu vois, ça c'est un peu compliqué parfois pour certains de travailler avec des femmes et même aussi des femmes, hein, pour travailler avec des hommes. Ça va, toi, ça a été tes débuts au niveau de l'entraînement, tu as été bien accueillie et tout? Absolument, j'ai toujours été très bien accueillie. Quand moi j'ai commencé, il y avait une autre femme avec moi, beaucoup plus jeune, qui est toujours mon amie à ce jour, mais tu sais, elle était très jeune là à ce moment-là. À un certain moment, elle a arrêté les cours, donc je me suis retrouvée seule en fait avec dans une classe d'hommes. Mais ça n'a jamais été problématique. J'ai toujours été très bien accueillie. J'ai une stature un peu plus imposante en tant que femme. Tu sais, je suis c'est ça, je suis plus rondelette. Bon, je pèse pas 100 livres, là. Je suis un petit peu plus imposante que ça. Donc ça n'a jamais été problématique. J'ai toujours demandé à mes collègues de classe, si on peut dire ça comme ça, de me traiter comme si j'étais un homme. Mon but n'était pas d'être traitée en femme, au contraire, je voulais vraiment être prise au même niveau que tout le monde. Puis je pense que vraiment ça c'est une force pour moi. Ça a vraiment été déterminant en fait dans ma carrière parce que aujourd'hui, ça me permet justement de lutter autant contre des hommes que contre des femmes, puis de pas ressentir de malaise ou de pas c'est ça, de pas sentir de différence exactement. Donc ça a toujours été très très positif pour moi au final d'être presque seule là, comme femme. Ouais. Toi, tu as quand même aussi un avantage, contrairement à une personne, disons, lambda, c'est que, comme tu as dit, tu venais de sport de combat. Donc, du coup, il y a des moments où ça devait être beaucoup plus facile. Tu parlais du judo. Moi, qui ai fait également aussi du judo, les chutes, ça a dû être quelque chose auquel tu as
t'as compris très vite. C'était quoi la chose qui t'a paru le plus compliqué? Est-ce que c'est le fait de pouvoir courir dans les cordes? Est-ce que c'est se prendre une chute? C'est quoi la chose la plus compliquée que tu as eu du mal à apprendre tout de suite? Ça va paraître drôle dit comme ça, mais c'est de respecter ma stature. Dans l'optique où, justement, étant donné que je suis une femme qui est un peu plus imposante que, je vais oser dire la normale, en mettant des guillemets, là, un peu plus imposante, j'avais tendance à me laisser facilement faire tomber par quelqu'un de beaucoup moins imposant, de beaucoup plus petit que moi. Puis c'est quelque chose qui a été long pour moi à apprendre, de dire respect your size. De respecter le fait qu'on est plus imposant, on est plus lourd, donc logiquement, on est plus difficile à faire tomber. Donc ça a été quelque chose, là, même encore aujourd'hui, sur lequel j'y pense constamment. Là, parce que le but, c'est justement que ce soit le plus réel possible. Le but, c'est vraiment que ça ait l'air d'un combat. Donc, tu sais, faut que ça reste logique. Donc, pour moi, ça a été ça. Ça n'a même pas été, justement, comme tu dis, les chutes, moi, ça a toujours très bien été dès le départ. Tout ce qui était, clé de bras, clé de tête, ce genre de choses-là, pour moi, c'était relativement facile dans l'optique où j'en avais fait beaucoup avant. Aujourd'hui, c'est autre chose. J'ai perdu un peu mon sport de combat à cause de la lutte. Mais bon, j'agis de façon différente dans le ring, puis c'est correct comme ça. Mais non, c'est ça, ça a vraiment été d'y aller avec l'aspect logique de la chose, puis de respecter ma stature. Ouais, c'était vraiment important qu'on te traite entre guillemets comme un homme et pas avoir de privilégiés. Ok. Ouais. Au niveau des tout ce qui est entraînement physique, parce qu'on sait très bien que quand on est catcheur, il y a beaucoup de cardio, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça a été pour toi au niveau du rythme, tu faisais déjà du sport un peu avant, ou le fait d'avoir un cardio qu'il faut être bon, c'est un peu compliqué. Ça a été pour toi? Le cardio à suivre? Ça a relativement bien été. J'ai toujours été quelqu'un qui s'entraînait un peu, qui faisait du sport. Donc, j'étais assez en forme. Par contre, je te dirais que ça fait environ là, peut-être 4 à 5 ans là, que je prends ça de façon beaucoup plus sérieuse, puis que je m'entraîne de façon régulière, que ce soit de façon musculaire ou de façon cardio. Mais au départ, là, c'était pas quelque chose qui était inné. Je me promenais moins aussi, là, j'étais beaucoup juste dans mon organisation. J'étais moins appelée à me promener un peu partout, contrairement à aujourd'hui, là, où là, je suis plutôt occupée. OK. Qu'est-ce qui fait pour toi aujourd'hui qu'il y a très peu de femmes dans le catch? C'est quoi? C'est parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est un monde d'hommes, parce que ça fait peur, peut-être que ça attire pas. Toi, en tant que femme, et avec les choses que tu as vues, qu'est-ce qui fait qu'il y a pas énormément de catcheuses qui, normalement, mériteraient d'en avoir un peu plus? Le commentaire qui me revient le plus souvent, quand je participe à des spectacles, les fans viennent me voir et souvent ce qu'ils me disent, c'est que je les impressionne beaucoup, mais qu'elles feraient jamais ça. Donc, je pense que c'est une question. C'est quand même un choc important sur le corps. Puis c'est pas toutes les femmes qui sont prêtes à vivre un peu cette espèce de choc-là, d'intensité-là non plus. Puis c'est malheureux parce que, comme tu dis, puis je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment, pour moi, je considère ça comme un art. C'est un art sportif vraiment merveilleux qui mériterait d'être reconnu à plus grande échelle. Mais c'est ça. Je pense que les femmes n'ont pas nécessairement toujours le courage d'essayer. Puis, il y en a, probablement qu'il y en a qui ont la crainte là, de
de devoir travailler avec des hommes, parce que je te dirais qu'aujourd'hui, c'est par très... rapport à pas mal de choses, ouais, je veux bien comprendre. Tu crois que pour toi, il y a toujours ce fameux cliché où quand il y a comment on appelle ça, un combat féminin, c'est un peu genre entre guillemets la pause pipi? Ça a longtemps été comme ça. Ce l'est de moins en moins. Je sais pas de quelle façon ça se passe en France de votre côté. Nous, au Québec, je te dirais que plus ça va et moins c'est ça. Moins c'est le cas. Les femmes sont de plus en plus respectées et sont de plus en plus prises au sérieux aussi. Mais les lutteuses elles-mêmes prennent le sport plus au sérieux aussi. Donc, tu sais, ils vont plus s'entraîner justement, puis ils vont vraiment vouloir être égal aux hommes en réalité. Moi, des combats féminins, j'en fais pas des tonnes. Je suis beaucoup dans l'intergenre. Je lutte majoritairement contre des hommes, mais j'ai tout autant de plaisir à lutter contre une femme. Là. Pour moi, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'impact. Là. Un match de lutte, c'est un match de lutte, là, peu importe que ce soit un homme ou une femme devant moi. Mais c'est beaucoup moins pire que cela a déjà été, effectivement. Là. Si je te demanderais juste un mot pour toi en tant que femme, pour justement faire faire motiver d'autres futures, pourquoi pas catcheuses féminines qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? De se donner une chance, tout simplement, parce que il y a 10 ans, si moi je m'étais pas donné la chance au moins d'essayer, je serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc ça vaut vraiment la peine juste de se donner une chance. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, mais au moins d'avoir essayé, de pouvoir mettre ce crochet-là sur la liste, de dire oui, ok, je l'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné, tant pis, mais au moins je l'ai essayé. Ok. Justement, on va revenir un petit peu vers toi. On va parler un petit peu du personnage que tu incarnes sur le ring. Si tu devais nous décrire un petit peu ce personnage dans les grandes lignes, la création, enfin le début, comment tu l'as trouvé, et s'il y a des choses à améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Hein, je pense que ça, je t'apprends rien du tout, mais s'il y aurait des choses à améliorer, à modifier, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Le début de Azael était un peu rocailleux dans l'optique où j'ai commencé masquée. Donc, j'avais un demi-masque, là, donc on voyait mes cheveux, mais pas mon visage. Ça a été la pire décision de ma vie. C'est très difficile de respirer dans un masque. Donc, j'ai trouvé ça très difficile, mais par la suite, bon, c'est ça. Azael, en fait, je te dirais que c'est moi, puissance 1000. Donc, quelqu'un de très énergique, un peu exubérante, un peu qui va se fâcher, en fait, contre ses adversaires. Là. C'est pour ça qu'on me surnomme The Angry Red Woman. C'est que, en fait, c'est que pas contre la foule, parce qu'en majeure partie, bon, je suis face, mais contre mes adversaires, là, je vais finir par me fâcher là, de façon régulière là, dans mes matchs. Je suis quelqu'un qui a une voix qui porte énormément. Donc, quand je parle, quand je crie dans le ring, on m'entend fort. C'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi là, dans tous mes matchs. Quelque chose à améliorer, en fait, je te dirais que je suis en train de le faire en ce moment. C'est pas nécessairement au niveau du personnage en tant que tel, c'est vraiment plus au niveau de moi, de ma façon de bouger et tout. Même après 10 ans, moi, tu me dis, on peut toujours s'améliorer. J'ai recommencé à faire les classes de lutte. Le niveau avancé, là, naturellement, mais j'ai recommencé pour justement pouvoir continuer à m'améliorer, puis à step up finalement, là, vraiment à
à modifier, peut-être à ajouter des mouvements dans mon arsenal, des choses comme ça. Mais c'est ça, moi j'ai recommencé ça et je m'entraîne vraiment là de façon très intense, très assidue et très sérieuse en ce moment depuis là quelques semaines, mois, je te dirais. Puis c'est ça, là, je prends vraiment la chose très, très au sérieux. Pour moi, ma vie a pris un tournant un peu dans les derniers mois. Et pour moi, là, la lutte est vraiment devenue là, ma priorité. Donc, je veux continuer de m'améliorer, là, vraiment. Ok. Ton prénom, Azaël, ça vient de ton véritable prénom ou ton nom justement que tu utilises et justement d'où vient-il? Parce que c'est vrai que c'est un peu original. C'était compliqué peu pour toi de trouver un petit peu une ligne directrice de ce que tu voulais apporter. On t'a conseillé, tu t'es inspiré de quelque chose en particulier? C'est pas du tout inspiré de mon vrai nom. Okay. Vraiment pas. Mon vrai nom est Jannick. Donc, Okay. Je suis complètement à l'opposé là, de mon vrai nom. Par contre, en fait, c'est basé sur le démon Azazel, puis que j'ai modifié un peu là pour rendre ça un peu plus féminin, le mettre un peu plus une touche personnelle au nom, tout simplement. Donc ça n'a pas été si difficile. C'est vraiment avec mon coach au départ là, bon on s'est mis à y penser beaucoup. On allait voir des spectacles ensemble. Donc quand on revenait, on avait du temps pour discuter tout ça parce que bon ici chacune des organisations est quand même assez loin les unes des autres. Là. Moi, je fais en moyenne, là, pour aller lutter, je fais environ 1h30 de voiture. Là. Fait que à toutes les semaines, puis des fois... Vraiment motivé. Ah, puis pour moi, mais ici, c'est une... je sais que de votre côté, 1h30, ça paraît long, mais ici, c'est une durée normale. Moi, c'est le temps que ça me prend pour me rendre à Montréal ou à Québec, qui sont comme les grosses villes au Québec. Mais en réalité, moi, c'est la durée normale que ça me prend pour me déplacer. Donc, oui, je suis motivée parce que je m'entraîne à Québec. Donc, ça me prend... Je fais 3 heures de route, aller-retour, pour 2 heures de cours. 2 heures de classe. Ouais. Non, mais c'est bien ce que je disais, tu vois, tu es complètement motivé. Et ouais. T'as pas peur à un moment donné, parce que tu vois, moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Après, tu vois, on est un peu tous différents. Au début, je me suis lancé un peu dans le sport. Bon, disons que j'avais un peu pas mal de sport, enfin, de choses, tu vois, j'avais fait du sport. Puis en même temps, je passais mon permis. Donc, tu vois, des fois, j'essayais de jongler un petit peu entre les deux. Puis ensuite, tu vois, enfin, de jour en jour, je sais pas, peut-être parce que tu vas me dire, j'étais peut-être un peu pris avec le permis ou autre, mais par exemple, tu vois, enfin, j'allais un peu moins à la salle. Pourquoi? Parce que peut-être une part de flemme, ça c'est sûr et c'est certain. Mais c'est vrai que, en fait, en gros, je sais pas si c'est la même chose aussi pour toi ou pour les gens qui nous écoutent, mais tu vois, j'ai l'impression que si je suis pas avec quelqu'un qui est avec moi, que je connais ou autre, ou justement, tu vois, un coach qui m'attend, mais qui m'attend vraiment et qui prend vraiment, qui me prend en charge. Tu vois, j'aurais un peu la flemme de y aller et ça a été ça. Et au final, j'ai pu être. Est-ce que toi, t'as pas peur un jour d'avoir la flemme de plus y aller? Tu parles au gym ou vraiment en classe de lutte? Les deux en général. Au gym, moi, je m'entraîne à la maison. Donc, je me déplace pas en salle de sport. Oui, c'est ça, je me déplace pas en salle. Donc, déjà, à la base, moi, souvent, quand je termine ma journée de travail, je descends au premier étage, puis je fais tout de suite mon entraînement. Donc, comme de cette façon-là, je m'assure, en fait, que ce soit toujours fait. Parfois, je vais dehors, je vais courir ou bien je vais marcher avec mon chien aussi. Sinon, les cours de lutte, en fait, les classes de lutte, j'y vais pas nécessairement à toutes les semaines parce que justement, je dois faire 3 heures de route aller-retour. Mais j'essaie d'y aller là, quand même sur une base assez régulière. Depuis le début de l'été, là, je suis allée. J'ai pas manqué beaucoup de cours. Là. Il y a peut-être 2, 3.
3 ou 4 cours depuis le début de l'été que j'ai pas fait, soit pour des raisons personnelles, des engagements ou tout simplement parce que dernièrement, ça a été beaucoup des cours libres. Donc, pour moi, c'est moins pertinent qu'un vraiment un cours avec un coach sur place. Donc, c'est pour ça, mais dès que les classes vont recommencer vraiment de façon régulière à l'automne, je vais être là peut-être pas à toutes les semaines, encore une fois, parce que ça implique quand même beaucoup de temps et d'argent, malheureusement. Faut bien que je mette du gaz dans ma voiture. Mais, ça devient cher à force. Hein. Oui, c'est ça, exact. Mais par contre, ça fait quand même partie de mes priorités en ce moment, là, d'être là au moins une fois par 2 semaines, donc environ 2 fois par mois, puis plus si je suis capable. Okay. Une question qui n'a complètement rien à voir avec l'interview. Vous avez beaucoup de voitures automatiques chez vous? Toi, c'est une automatique? Moi, ma voiture est manuelle. Ok, mais sinon, il y en a beaucoup d'automatiques, on est d'accord? C'est presque juste ça. Ah bah, tu vois, non, mais tu vois, c'est bien ce que je disais, parce que moi, c'est pour ça, en fait, parce que moi, je suis parti en automatique. On m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti en automatique, tu aurais dû prendre en manuel et tout, tu vois, un peu comme. Et je dis non, c'est nous ici en France qui sommes en retard. Je fais, regarde aux États-Unis et tout, au Québec et tout, bah, ils roulent tous en automatique. Et l'automatique, je suis désolé, c'est un peu malheureusement comme la voiture électrique, c'est l'avenir, en fait. Et honnêtement, quand tu roules en manuel, mais en automatique, pardon, bah, tu vois, t'es tranquille, quoi. Franchement, t'es tranquille. C'est ce que j'aime pas. C'est ce que j'aime pas de conduire automatique. C'est pour ça que ma voiture est manuelle. En fait, je trouve que justement, ça m'ennuie un peu. Donc, je préfère conduire manuel, mais avec le temps, quand je vais changer mon auto, probablement que je vais devoir me résigner à y aller avec un automatique parce qu'effectivement, tout ce qui est véhicule hybride ou électrique maintenant est automatique. Donc, du coup, c'était une petite parenthèse, on la ferme. C'est bien correct. on revient au niveau de l'interview. Est-ce que c'est compliqué pour toi, honnêtement, d'avoir une vie privée? Parce que la semaine, tu travailles, le week-end, en général, tu as les shows. Oui. C'est compliqué, tu arrives à avoir une vie privée ou parfois c'est un peu compliqué? En fait, c'est un peu comique parce que en fait, j'étais en couple il y a jusqu'à quelques mois de ça et c'est une des raisons pour laquelle on s'est séparés parce que bon, j'ai vécu des problématiques de santé et qui n'affectaient pas en fait là, la lutte. Là. Je pouvais continuer à lutter quand même, mais la lutte a été vraiment mon exutoire. Donc c'était la façon que j'ai utilisée pour me sentir bien. C'était l'endroit auquel je me sentais le mieux. Puis bon, ça a fait en sorte que j'étais toujours partie. J'essaie quand même de garder une balance. C'est de balancer le tout. Là. C'est sûr que je suis chez moi toute la semaine. Donc, en général, là, du lundi au jeudi, je vais être à la maison. Donc, j'ai le temps après le travail. Je travaille de la maison. Donc, ça, c'est facilitant pour moi. Ça me permet justement, sur mon heure de dîner, de faire des tâches, soit de faire la vaisselle, du lavage ou même moi, tantôt, je vais devoir aller faire la pelouse, donc passer la tondeuse pour couper l'herbe, des choses comme ça, mais mes tâches du quotidien finalement, ce qui me permet de partir en fait le week-end, mais je reviens souvent à la maison. Par moment, ça arrive comme là le week-end dernier, on était dans une ville qui s'appelle Rimouski, qui est très loin de chez moi, là, qui est à environ 4h30, 4h30 de chez moi. Donc là, on a dormi là-bas. À ce moment-là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'assurer qu'il y a quelqu'un qui soit là pour mon chien, parce que j'ai un chien. Donc, il fallait juste que je m'assure que quelqu'un soit là. Mais sinon, c'est pas trop problématique. Là. Mais heureusement, la plupart des shows sont le samedi soir. Donc, souvent, le dimanche, j'ai pas nécessairement quelque chose. Puis, j'ai pas toujours quelque chose le vendredi soir non plus. Mais, donc, j'essaie de balancer. Mais en ce moment, je te dirais qu'en étant seule,
c'est ma priorité numéro 1. Donc, tout booking qui passe, je l'accepte. Là. Donc, j'ai... Ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, j'allais dire que j'ai un horaire très occupé en ce moment, là, plus que la normale, je te dirais. Là. Mais tu vois, ça aussi, tu vois, je trouve que c'est important de savoir, pas de se savoir si t'es célibataire ou en couple, ça peut personne s'en fout, mais oui, non, mais je veux dire, tu vois, par rapport aux gens, tu vois, enfin, qui nous regardent, de savoir, bah, si admettons, tu vois, enfin, ils se lancent dans le catch, tu vois, les avantages et les inconvénients. Toi, tu as vu que c'est un inconvénient. Est-ce que la personne sans trop rentrer, parce que moi, ça m'intéresse pas, mais elle faisait aussi partie du catch, elle était vraiment en dehors du catch? Complètement en dehors du catch, oui. Parce que je crois que ce serait plus facile avec quelqu'un qui comprend. Parce que moi, j'ai souvent comparé la lutte avec de la drogue. C'est addictif. Donc, c'est quelque chose avec le temps auquel on peut pas vraiment se passer. Puis, il n'y a pas personne qui comprend ce feeling-là qu'un quelqu'un qui lutte. Tu peux pas l'expliquer à quelqu'un qui ne lutte pas. Même s'il dit qu'il comprend, il peut pas comprendre à 100%. Donc c'est ça. C'est plus difficile. Je dis pas que c'est impossible. J'ai quand même été 4 ans avec cette personne-là. Mais malheureusement, bon, il y a eu plusieurs choses, en fait, qui se sont accumulées, qui ont fait en sorte que, mais la lutte a été une de ces choses-là. Je dis pas que c'est la raison unique. Non, mais je me doute, mais ça fait partie. Et tu vois, c'est ça aussi, tu vois, qui est important, c'est aussi de comprendre et de se dire, bah voilà, certes, tu vois, le catch, c'est bien, tu as un avantage, mais derrière aussi, malheureusement, tu as des inconvénients. On peut avoir, hein, ça c'est possible et tout. On le voit notamment à la WWE et dans d'autres structures, hein, des catcheurs qui ont justement des femmes qui comprennent, des enfants aussi qui comprennent. C'est pour ça aussi que beaucoup de catcheurs et de catcheuses se mettent ensemble. Je voulais qu'on parle un petit peu d'un show classiquement, peu importe, hein, un show qui arrive, un show qui est déjà passé. En général, derrière le rideau, comment est l'ambiance? Est-ce que parfois, elle est cool? Est-ce que parfois, avec certaines personnes, parce que tu vois, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, on ne peut pas non plus s'entendre avec tout le monde, mais en général, comment c'est dans l'ambiance dans les coulisses? Plutôt conviviale, plutôt agréable? En général, c'est très convivial. Moi, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup parler aux gens de façon générale. Puis moi, la grande majorité de mes amis sont dans le monde de la lutte d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est toujours très agréable d'aller dans un show pour la simple et bonne raison que je me ramasse entre amis finalement. Là. Pour moi, c'est une soirée entre amis avec un stress supplémentaire de devoir performer, mais en général, ça se passe toujours très, très bien. C'est sûr que malheureusement, je pense que comme dans tous aspects, ça arrive parfois qu'il y a des égos, des choses comme ça, mais de façon générale, pour moi, les choses se passent toujours très bien. C'est très convivial, j'oserais jusqu'à dire parfois familial selon les organisations. Il y a des organisations dans lesquelles tout le monde s'entraide, tout le monde... les gens vont regarder ton match, vont venir te donner des commentaires par après, des choses qui ont bien été, des choses peut-être à corriger ou à améliorer. Puis c'est vraiment de l'entraide, là, c'est vraiment pas fait... c'est fait avec les bonnes intentions en réalité, là, c'est pas mesquin ou quoi que ce soit. Donc non, pour moi, c'est toujours très positif. Ok, non, mais puis en plus, c'est important aussi de travailler dans un endroit sain et tout. Tu m'as un peu grillé la prochaine question, mais c'est pas grave, justement, on va en parler. Avant de rentrer sur le ring, tu l'as dit, hein, tu étais stressé. Est-ce que tu as un rituel particulier ou est-ce que tu as déjà vu des rituels un peu particuliers? Quand je parle de rituels, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de monde parfois qui aiment bien un peu s'isoler tout seul, quelques minutes. Ils aiment bien aussi boire beaucoup d'eau, ils aiment bien revoir. Enfin bref,
Je pense que tout ça, tu connais. Est-ce que toi, tu as un rituel particulier ou justement, est-ce que tu as vu un rituel que tu as trouvé c'est un peu bizarre? Par exemple, il y en a, ils aiment bien avoir leur caleçon porte-bonheur. Il y en a qui aiment bien avoir des chaussettes porte-bonheur. Est-ce que toi, tu as ce type de rituel? Non. Moi, j'aime beaucoup répéter mon match sans faire de son. Donc, sans parler, juste vraiment de mimer, en fait, là, que ça va être quoi notre match. Moi, j'aime ça le faire seul et avec mon adversaire. Tu sais, qu'on soit capable de se comprendre sans nécessairement se parler. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais sinon, la seule chose que je fais systématiquement avant tous mes matchs, c'est pour mieux respirer. Je sais pas, mon Dieu, moi ici ça s'appelle comme ça, je sais pas si toi ça va s'appeler comme ça, du Vicks. Donc c'est comme habituellement c'est une espèce de gelée que les gens vont se mettre sur le chest pour mieux respirer, ça dégage les voies nasales là, quand t'es enrhumé ou quelque chose du genre. J'en ai toujours un pot dans ma valise et je m'en mets directement dans les narines. Ouais. Fait que comme ça rouvre vraiment mes voies nasales au maximum, mes voies respiratoires, puis je respire mieux avec ça. Mais sinon, j'ai pas de rituel particulier. Je suis quelqu'un qui devient assez silencieuse avant un match parce que je suis quelqu'un qui me met énormément de pression sur les épaules. Je veux toujours performer à 110%. Je veux vraiment être au meilleur de moi-même. Donc, comme je suis un peu anxieuse dans la vie, un peu est un euphémisme, là. J'oserais dire que je suis très anxieuse, et très stressée. Donc, c'est ça, j'ai toujours un moment où je suis un peu plus silencieuse. Si les gens viennent me parler, je vais leur parler, mais je suis très dans ma tête, là. Je suis très, très, très centrée dans ma tête. OK. Quand tu arrives, justement, toi qui es face et tout, est-ce que tu dirais que c'est beaucoup plus facile en étant face ou en étant heel? Quand on commence à lutter? Peu importe, quand on lutte ou en général pour toi. Parce qu'en fait, en gros, moi, le ressenti que j'ai par rapport à ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de te faire huer. Donc, quand tu es heal, quand il y a des attaques, quand à peine que tu rentres, tu attaques directement ton adversaire. Donc, du coup, le public va te huer beaucoup plus facilement. Ouais. Que de les avoir avec soi. Après, je sais pas, je pose juste la question parce que moi, j'ai juste fait un entraînement et c'est tout. Mais toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Je suis chanceuse, je crois. J'ai toujours eu une très grande facilité à connecter, en fait, avec la foule. Donc, pour moi, être face a toujours été assez naturel, assez facile. Par contre, j'adore être heel. J'adore faire sortir là, ce côté-là de moi qu'on ne voit pas nécessairement au quotidien. Mais je te dirais que ça dépend c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Comme je te dis, moi, j'ai la facilité de faire les deux. Je pense que je travaille bien comme heel, comme je travaille bien comme face. En ce moment, là, je suis majoritairement face, sauf à quelques occasions là, où je dois travailler heel. Mais j'ai la facilité à faire les deux. C'est sûr que pour quelqu'un qui commence, par exemple, oui, ça peut paraître plus facile de se faire haïr, de se faire huer, parce que, comme tu dis, il y a comme des façons de le faire qui amènent facilement ces réactions-là auprès des gens dans la foule. Mais il ne faut pas se baser là-dessus non plus, parce que ça fonctionne peut-être pas toujours de la manière dont on voudrait. Donc, je pense que c'est important de bien travailler notre personnage. Puis, moi, c'est ça, j'ai beaucoup de facilité à connecter avec les gens. Donc, que ce soit heel ou face, pour moi, l'un est aussi facile que l'autre. OK. Est-ce que pour toi, par exemple, le temps est un peu long dans les coulisses? Pourquoi je parle de ça? Parce que
En fait, tu vois, en général, je vois, bon, les shows, c'est souvent 2 heures à peu près, c'est ça, 2 heures, 2h30 ouais, en général, ouais. Et en fait, en gros, moi, je me dis, parfois, tu as 3-4 matchs, ensuite, tu as une entracte peut-être d'une vingtaine de minutes, puis ensuite, après, tu as encore les shows. Alors, dans certaines structures, tu as 2 entractes. Ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que c'est un peu énorme. Mais est-ce que pour toi, c'est long parfois dans les coulisses? Bon, si tu es dans le main event, tu dois avoir tous tes copains passés. Si tu es dans l'opener, bon, tu y vas, puis une fois que c'est fini, bah voilà, c'est terminé. Mais est-ce que pour toi, le temps est long parfois dans les coulisses? C'est sûr que quand on est le main event, c'est long, mais c'est pas long. Comment je peux dire? C'est pas que je m'ennuie. En fait, c'est que je trouve ça long parce que je suis stressée longtemps. C'est plus ça. Par contre, ça me donne plus de temps, bon, pour pratiquer mon match et tout. Mais non, en général, je trouve pas qu'il y a des longueurs ou quoi que ce soit. Souvent, dans la plupart des organisations, maintenant, on a une télé à l'arrière qui nous permet de regarder le show. Donc, tu sais, si j'étais opener, ben, je peux m'asseoir en arrière avec peut-être un drink ou une bière ou quoi que ce soit, même, ou juste un shake ou peu importe, m'asseoir devant la télé puis de regarder le reste du show. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant. Sinon, mais c'est ça, main event, ce que je trouve long souvent, c'est ça. C'est pas le fait que ça m'ennuie ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait que je trouve que je suis stressée longtemps, là. Est-ce que pour toi, parfois, on vous laisse beaucoup s'exprimer ou vraiment pas du tout? Parce que, bon, on le sait, hein, le catch, tu vois, enfin, c'est scénarisé, certes. Je répète encore une fois, certes, c'est scénarisé, mais quand vous prenez des coups, vous les prenez réellement. Hein. Il n'y a pas de il n'y a pas de petits coups, rien du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, par exemple, des fois, si admettons, tu veux apporter un peu plus, disons, un peu plus de longueur à un match, est-ce que c'est possible ou est-ce que vraiment, on vous laisse pas trop vous exprimer dans certaines structures, je te dis pas dans tous, mais dans certains endroits. Est-ce que tu as pu tout le temps de donner ton avis sur une fin de match, sur ton match à toi, ou alors à chaque fois on te disait, on te faisait comprendre que si t'es pas contente, entre guillemets, c'est la même chose, quoi. Non, en général, les scripteurs ici sont toujours assez ouverts. C'est sûr que de façon générale, on va avoir des temps alloués pour nos combats. Donc, c'est de respecter ces temps-là là, dans la mesure du possible. Puis, mais tu sais, au niveau des idées, par exemple, sur la fin d'un match ou quoi que ce soit, si c'est une idée qui est pertinente, nous, ou moi, je vais lutter en général, les scripteurs sont toujours très ouverts à entendre nos idées. Ça ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement les appliquer, mais vont au moins prendre le temps de les écouter. Si ça leur plaît, vont nous le permettre. Si ça leur plaît pas, ben on le fait pas tout simplement. T'sais. Mais en général, je suis en mesure là de discuter là, avec eux pour amener des idées ou des choses comme ça. C'est assez ouvert. Là. Je suis pas très restreinte là, au niveau de ce que je veux faire dans un match, par exemple. Puis, même si on pense que c'est pertinent de faire une promo au micro avant un match, on l'offre, puis encore une fois, si le scripteur accepte, ben on le fait tout simplement. Mais sinon, c'est toujours assez ouvert là, à ce niveau-là. T'as fait, toi, des matchs télévisés ou pas du tout? Oui, j'en ai fait, mais c'était tout petit, là, ici, pour un poste régional là, okay. Au Québec. Mais j'oserais dire non, en fait, là, parce que je crois que j'en ai fait un, là. Donc. Parce que si je me trompe pas, je crois qu'il y a un endroit, parce que je crois que j'ai fait une interview avec quelqu'un qui m'expliquait comme quoi il y avait une chaîne aussi au Québec qui diffusait justement, mais avec, donc justement c'est pour ça. Mais avec eux. Ouais, c'est ça. C'est avec la même, c'est avec eux. Okay, mais moi, je pense que j'ai juste fait un match. D'accord, ok. Dans ces événements télévisés là. Donc, sinon, c'est sûr que nous, tous nos shows,
avec la NSPW sont présentés sur IWTV. OK, oui, c'était ça qu'on m'avait parlé. Ah, ça, oui, ça, tous nos spectacles sont présentés là-dessus. Donc, dans cette optique-là, oui, ça, j'en ai fait, mais vraiment de téléviser, j'en ai fait qu'un seul. OK, d'accord. Et ça va, c'est toi qui disais que tu étais stressé, ça te stresse encore plus le fait de savoir qu'il y a des caméras? Non. Non, pas du tout? Non, ça change rien. C'est parce que c'est pas ça qui me stresse. C'est vraiment moi, en fait, je fais de l'anxiété de performance. Donc, je veux vraiment performer à mon maximum. Puis c'est vrai, c'est ça qui me stresse, en fait. J'ai toujours peur, de manquer quelque chose, de manquer un mouvement ou quoi que ce soit, d'oublier quelque chose de majeur, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des événements qui me stressent moins que d'autres. Là. Il y a des différences en importance entre chacun de ceux-là. Là. Mais de façon générale, c'est vraiment une question de performance et non pas de caméra. C'est sûr que le nombre de personnes dans la foule a un impact. Là. On a fait un événement en juin qui s'appelle Golden Opportunity. Pendant notre match à nous, il devait y avoir aux alentours de 1500 personnes dans la foule. Ça, c'est stressant. Oui, ça, c'est stressant. Moi, je te dirais, je suis habituée à une foule qui va varier entre 200 et 500 personnes. Ça, pour moi, c'est une foule relativement standard, là, normale. 1500, ça commence à être beaucoup. Tu dirais que tu as un peu un manque de confiance en toi? Non, je suis très dure envers moi-même. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis très, très exigeante envers ma personne sur tous les aspects de ma vie. Donc, c'est pas nécessairement que je manque d'estime, c'est juste que je suis plus exigeante que la normale. Il y a des moments où je manque d'estime, là, mais pourquoi? Mon Dieu, c'est une très bonne question. Faudrait que j'en parle avec ma psychologue. Non, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Je suis très exigeante. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai acheté ma maison, j'avais 25 ans. Donc ici, c'est très jeune. J'ai toujours... ça fait 8 ans que je travaille pour la même entreprise. Donc... j'ai monté jusqu'à être patron. Malheureusement, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Donc, j'ai changé un peu de branche à l'intérieur. Oui, c'est ça, exact. J'ai changé de branche, mais à l'intérieur de la même entreprise. Mais c'est ça, j'ai toujours été très, très exigeante envers moi-même. On a parlé ça des fois parce que tu t'expliquais que tu en as parlé à ton psy et tout, mais souvent peut-être que ça vient aussi aussi au niveau de la famille et tout. Toi, tu t'en parles ça des fois à tes parents comme quoi que tu te mets des pressions de ouf et tout. Ils te donnent un peu des conseils en te disant voilà ma fille ne fait pas, enfin ne te mets pas trop de pression, ça sert à rien et tout. Tes parents ils sont aussi comme ça ou il y a que toi dans ta famille? Non, mes parents sont un peu comme ça aussi, là. Donc, tu sais, je le sais que la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre, là. Donc c'est ça. Mes parents sont un peu comme ça aussi dans la vie. Des gens très, très performants, là, sur tous les aspects. Donc, je pense juste que c'est un trait de famille, là, chez nous. J'apprends de mieux en mieux à vivre avec ce trait-là, par contre, d'essayer justement d'être un peu plus douce envers moi-même. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut que je me parle beaucoup. Mais par contre, ça n'a pas que des aspects négatifs. Ça m'a permis de me rendre où je suis là aujourd'hui. Parce que si je m'étais pas mis toute la pression que je me suis mis au fil des années, je serais pas rendue où je suis. Donc, c'est quand même positif, là. Ça a des aspects positifs. OK. Si je te demande, pour toi, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, quel était ton meilleur match et quel était ton pire match? C'est compliqué, je sais, je suis désolé. Et attention, parce qu'il va avoir des questions compliquées. Il y en a quelques-unes comme ça, parfait. Je vais me préparer mentalement. Ne mets pas de pression ici, hein, ça sert à rien. Non, ça va, mais meilleur match, en fait, j'en ai plusieurs.
j'ai toujours fait d'excellents matchs avec ma comparse Lou O'Farrell. La grande majorité de nos matchs ensemble sont excellents. Même chose avec mon autre comparse, Casey Diamond. On a lutté là, à quelques reprises ensemble. Nos matchs sont toujours très bons. C'est des gens avec qui j'ai énormément de chimie. On a fait un match... aussi un match par équipe. Il y a un documentaire ici qui est sorti au Québec qui s'appelle Celles qui luttent. C'est un documentaire long métrage en fait sur la lutte féminine au Québec. Puis il y a 3 protagonistes, dont moi. Donc moi, Lou O'Farrell et Lufisto, que tu connais peut-être, là, qui est pas mal la plus populaire. OK. Donc, c'est ça, c'est un documentaire qui est sorti sur nous 3, finalement. Et la soirée de l'avant-première de ce documentaire-là, on a fait un événement de lutte féminine. Donc, il y avait 3 matchs, dont moi qui étais en équipe avec Christara contre Angie Sky et Marie-Lee Rose. Ce match-là est excellent aussi, un très bon match. La foule était en feu. C'était vraiment particulier. Je peux pas dire, tu sais, au niveau de la qualité de mon match, j'en ai un aussi en tête là avec une amie qui s'appelle Vlada. Que je vais avoir prochainement d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, on a fait un match ensemble là, à Saint-Michel-de-Bellechasse en avril dernier, qui était excellent aussi. Donc, tu sais, en fait, c'est que j'ai pas nécessairement un top match. J'ai plein de bons matchs qui ont tous pas la même valeur émotive à mes yeux. Ça peut avoir l'air drôle dit comme ça, mais tu sais, même chose, le match que je te parlais de Golden Opportunity, où il y avait 1500 personnes dans la foule, c'est un excellent match, c'est un match 3 contre 3, mais il n'y a pas la même valeur émotive parce que c'était particulier. Il y avait tellement de gens dans la foule que c'est au-delà de ça. Mes pires matchs, bon, mais tu sais, je recule il y a, mettons, 7-8 ans de ça, là, j'étais pas au même niveau que j'étais aujourd'hui. Donc, même chose, je peux pas te donner un match en particulier que je suis comme, ouais, ça, c'était vraiment mauvais, là, mais... Après, quand on peut aussi parler de mauvais matchs, je sais pas, la manière de comment tu performes sur le ring, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, bah, tu vois, t'étais malade, ou l'adversaire n'était pas forcément, tu vois, c'est peut-être pas toi personnellement, ça peut être aussi ton adversaire, ton partenaire qui n'était pas trop dans le move et que bah, tu as trouvé ce match un peu lent et tout, ça peut être... Il y en a quelques-uns, mais tu sais, c'est rien, je te dirais que c'est rien qui mérite d'être nommé à ce point-là. Il y en a un en particulier que j'ai en tête, tu as parlé d'être malade, là. Il y a un match que j'ai fait aux États-Unis là que mon Dieu, je dois avoir pris tous les médicaments de rhume et grippe possibles avant de lutter là pour être simili correct là, juste correct. Mais ouais, ce match-là, ça avait été difficile là. Puis on était fatigués aussi, on avait fait beaucoup de route là. C'était un 8 à 9 heures de route la veille, puis en étant malade. Puis, ouais, ça avait été difficile. Oui, non, c'est vrai que parfois, tu vois, on vient aussi, on n'est peut-être pas forcément en forme, donc du coup, bah, des fois, tu sens que le rythme est un peu compliqué. Ouais. Ça aussi, on peut comprendre. Je voulais qu'on reste toujours au niveau dans l'aspect match. Tes parents, ils ont pu venir te voir assister à un show et justement, c'est quoi leur retour parce que c'est eux aussi qui te connaissent mieux, hein, ce qui est, tu vas me dire, ce qui est complètement logique. Et est-ce que aussi ta maman, parce que souvent, c'est souvent les mamans, c'est rare hein, d'ailleurs que comme dit ouais, mon papa était en panique, mais souvent ça c'est les mamans. Est-ce que ta maman était aussi en panique et est-ce que elle vient toujours te voir, elle vient plus te voir? Quand elle est capable, elle vient le plus souvent possible. Mon père aussi, d'ailleurs, là, c'est pas juste ma mère. En fait, mon père, ce qui s'est passé, au début, il y a eu un moment à Shawinigan, au début de quelques années, là, après avoir commencé à lutter, où je suis devenue heel et malheureusement, les gens dans la foule étaient très méchants.
Donc, m'attaquait vraiment sur mon apparence et tout. Ouais. Mon père est quelqu'un de très pacifique dans la vie, mais là, ne l'était plus. Donc, il y avait de la misère, en fait, à faire la distinction entre Azaël et Yannick, finalement. Il y avait de la misère à percevoir que, finalement, les gens, c'est Azaël qui insultait et non pas sa fille. Donc, ça a été plus difficile. Là, c'est moins pire. Je pense qu'il comprend mieux. Puis les gens, même quand tu es heel maintenant dans la foule, les commentaires sont moins pires qu'ils étaient. On voit vraiment une belle évolution à ce niveau-là. Donc, quand ils sont capables de venir, ils viennent me voir. Mais mes parents sont musiciens. Donc, souvent, quand moi, je lutte, ben eux font de la musique. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand ils sont capables, ils viennent me voir. C'est vrai que c'est en plus tu vois là tu m'as tendu la perche donc du coup je l'ai saisi et c'est vrai que tu vois c'est quelque chose dont j'en ai vraiment jamais parlé. Tu vas être la première avec qui j'en discute. En général je parle un petit peu de la vie des parents et tu vois là tu m'as tendu la perche. Est-ce que pour toi c'est compliqué justement de catcher et que tu sais que tes parents sont là, toi qui es il t'expliquer justement que tu avais été insulté donc du coup c'était un peu compliqué pour tes parents à faire la différence. Est-ce que pour toi, c'est compliqué justement d'être heel et de catcher devant ses parents et d'avoir des répercussions au niveau du public? Non, plus maintenant. Ça fait quand même 10 ans que je lutte, donc j'ai gagné beaucoup en maturité avec les années. Et non, aujourd'hui, ça va bien. Comme je te dis aussi, les commentaires dans la foule sont moins dégradants qu'ils l'ont qui ont déjà été. C'est plus facile, mais non, ça va bien. J'ai lutté à 2 reprises là, dans les derniers mois dans une organisation à Montréal où j'étais heel et où mes parents sont venus les 2 fois et ont eu beaucoup de plaisir parce que justement, ils m'ont trouvé très drôle en tant que heel, donc ont beaucoup apprécié. Donc, je pense que ça les a un peu réconciliés avec tout ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était important. Justement, on va parler un petit peu de l'aspect kayfabe. J'aime bien un petit peu qu'on en parle un petit peu. Alors, je sais qu'en général, vous êtes plus ou moins tous d'accord. Et je suis pas là pour que tu te mets des catcheuses ou des catcheurs à dos. Hein. Encore une fois, je le répète toujours, c'est ton avis à toi. Je voulais savoir, quand on va signer des autographes après un show, quand on va faire des photos, pour toi, tu penses que c'est important de rester dans le kayfabe, de rester dans ton personnage, ou tu peux sortir de ton personnage un peu comme tu es là en interview? Je pense que c'est important jusqu'à une certaine limite de garder l'énergie du personnage parce que justement, les gens veulent connecter avec toi. Donc, que tu sois heel ou face, je pense qu'il y a moyen de connecter avec les gens d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important de ne pas redevenir 100% soi-même. Je mentirais si je le disais que je ne l'ai jamais fait, par contre. Il y a certains spectacles où les gens viennent me poser des questions, puis c'est des questions assez sérieuses, un peu comme des questions que toi, tu me poses en ce moment, de plus en style interview, mettons. Ça, j'essaie de répondre un peu plus sérieusement parce que les gens s'intéressent. C'est vraiment des questions pertinentes, puis c'est pas juste des questions par rapport à ce qu'ils ont vu dans la soirée. C'est vraiment des questions de façon générale. C'est sûr que moi, j'ai aussi l'aspect que les gens qui ont vu le documentaire m'ont vu dans ma vie privée. J'ai une grosse partie là, du film qui est dans ma vie privée. Donc, les gens, ceux qui l'ont vu savent un peu comment je suis dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, des fois, surtout quand ils viennent me parler du documentaire, ben là, j'ai tendance à plus être moi-même pour la simple et bonne raison qu'ils savent comment je suis. Mais, comme je disais tantôt, quand je suis face, c'est moi exponentielle 1000. Là. Donc, je fais juste un peu descendre le niveau. Quand je suis heel, ben, j'essaie d'avoir quand même la même énergie, espèce de côté un peu badass et au-dessus des gens, là, cette attitude-là, mais tout en restant poli quand même, là, puis en restant approchable.
Ok. C'est plus facile avec les enfants que les adultes, toi en étant une femme? Non, c'est Non, facile les deux. les deux. Oui, il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent me voir, qui viennent me taper dans la main, me dire que des jeunes filles, surtout, je te dirais, des jeunes filles qui sont au primaire, là. Ça m'est arrivé beaucoup. Qui viennent me dire que je suis leur préférée, qui veulent prendre des photos. Puis moi, quand ils sont tout petits en plus, ben, je suis quand même assez forte. Donc, quand ils, même assez vieille, là, je suis capable de les asseoir sur mon épaule là, puis de prendre une photo avec elles. Donc ça, c'est toujours très populaire. Mais non, j'ai tout autant d'adultes là, qui viennent me voir. Là, c'est pas, j'ai pas plus de facilité avec les enfants qu'avec les adultes. Là. Ok. Et en général, les retours que tu as, c'est des retours plutôt positifs, plutôt négatifs. Est-ce que, par exemple, des fois, parce qu'on sait que le catch, ça touche tout le monde, que ça soit du public connaisseur ou du public non connaisseur, souvent, c'est le public non connaisseur qui est beaucoup plus critique qu'un public connaisseur. Tu vas me dire, c'est logique, mais est-ce que tu as déjà des gens qui sont venus te voir après un show qui te disent, bah, franchement, moi, c'était mon premier show et honnêtement, vous m'avez beaucoup impressionné? Ah, ça, c'est très régulier. C'est sur une base régulière. Là. J'en ai à presque tous les événements. C'est une fierté pour toi? Oui, absolument. Absolument. Ça fait partie de la paye. Je te dirais. C'est très gratifiant. Et c'est justement, tu sais, si on veut... les gens qui s'y connaissent pas, c'est souvent, nous, dans des événements comme l'été, là, on est un peu plus en tournée. Donc, on se promène là, dans plusieurs villes là, au Québec. Puis c'est là, souvent, parce qu'on se promène dans des événements où, des événements annuels, bon, nous, on appelle ça des expos, là, donc des expos agricoles, par exemple. Il y a des manèges sur place, des attractions, puis ils vont faire des spectacles pendant l'événement, puis souvent, ben, ils vont mettre un spectacle de lutte, par exemple. C'est souvent dans ces événements-là qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de lutte. Donc là, ils viennent nous voir à la table de marchandises, puis ils nous félicitent, puis ils nous disent à quel point ils sont impressionnés. C'est toujours très agréable, parce que dans les spectacles, en fait, de la saison régulière, qui, nous, en général, va être de septembre à juin, à peu près, il y en a moins de ces commentaires-là parce que les gens sont habitués. Souvent, ils vont venir nous voir, « Hey, good job, bon match », mais pas de là à nous dire « Hey, vous m'avez impressionné » ou des choses comme ça. Il y en a toujours un petit peu parce que même dans la saison régulière, il y a des gens qui viennent pour la première fois, mais il y en a moins que quand on se promène l'été, là. Ok. Justement, je voulais savoir si un jour peut-être que tu en as, mais si jamais tu as des enfants ou si un jour tu comptes avoir des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Tu vas peut-être me dire que la question, elle est peut-être un peu bête, hein, tu vois. Non, tu peux, il n'y a pas de problème parce que tu vas me dire, attends, moi, je suis catcheuse, pourquoi mon enfant ne pourrait pas l'être? On m'a déjà répondu non. Donc, du coup, tu vois, je ne serais pas étonné si tu me réponds non, mais voilà. Je n'ai pas d'enfant. En fait, ça me dérange pas d'en parler, mais quand je te parlais de problématiques de santé un peu plus tôt, c'est en lien avec ça. Malheureusement, j'ai des problèmes de fertilité. Ouais. Donc, en fait, c'est très difficile pour moi d'avoir un enfant. Donc, si un jour j'ai la chance d'en avoir, oui, je vais leur permettre avec plaisir. Puis, je vais probablement être même leur entraîneur s'ils veulent. Mais non, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai été chanceuse. Mon parcours a été très positif. J'ai pas vécu de choses hyper difficiles. Bon, j'ai vécu des blessures, mais je me dis, quelqu'un qui joue au basket pourrait avoir tout autant les mêmes blessures que celles que j'ai eues. Là. Donc, c'était pas parce que c'était de la lutte. Là, c'était pas à cause de ça. Mais oui, c'est quelque chose que je leur permettrais de faire avec plaisir. Ok. Tu vois, moi, par exemple, quand tu parlais de choses un peu personnelles, bon, je voulais pas trop rentrer dedans parce que voilà, tu vois, ça me regarde pas, mais tu vois, moi, je pensais plutôt autre chose, tu vois, que tu vois, enfin, que t'étais attiré plutôt par les femmes. Moi, je pensais que c'était ça parce que c'est vrai que non, mais ne vois pas ça méchamment, mais je sais qu'en général, tu vois, on n'ose pas trop en parler. Tu comprends un peu. Oui, je comprends.
je veux dire, et souvent, tu vois, on se dit un peu, ouais, enfin, c'est embêtant, je parle de ça, comment les gens ils vont réagir et on a toujours peur. Donc, tu vois, moi, je pensais que c'était ça au début, mais tu vois, c'est pas ça. Et pareil, hein, même si ça aurait été ça, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais c'est vrai qu'au début, quand tu me disais quoi, il y avait des choses un peu personnelles, moi, je pensais que c'était ça et que c'était un peu compliqué parfois, tu vois, pour les gens de pouvoir s'assumer, tu vois, par rapport à ça. Non, pas du tout. La communauté au Québec est vraiment très ouverte et très acceptée. Là. Nous, c'est vraiment pas quelque chose de problématique. Mais non, c'est ça. C'est vraiment des ennuis de santé là, que j'ai qui font en sorte c'est vraiment des problèmes au niveau de la fertilité. C'est, entre autres, une des raisons qu'il y a eu un gros impact là, sur ma relation. Là. Donc, je me doute, ouais. Ouais. Je pense que beaucoup de monde qui nous regarde comprend un peu et peut-être a déjà vécu la même chose. Et est-ce que, pareil aussi, le jour où tu as un enfant, est-ce que tu n'aurais pas peur aussi de l'image qu'il va donner? Tu vois, par exemple, être la fille de ou être le fils de. Tu vois, être la fille de Azaël et en gros avoir un peu une pression. Et tu vois, le fait que imagine, tu vois, enfin, tu as une renommée. Et bah, tu vois, le fait que tu aies une renommée, bah, tu vois, enfin, en gros, on se retourne un peu sur ta fille ou sur ton fils et on doit attendre à peu près la même chose de ton enfant que toi, tu as montré. Est-ce que ça aussi, être la fille d'eux, être le fils d'eux, est-ce que c'est compliqué aussi pour toi, tu penses? Je crois que ça a un certain impact, oui. C'est sûr que moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, c'est moi la première génération de lutteuse. Là. J'ai personne dans ma famille qui l'a déjà été. Mais oui, j'ose imaginer pour avoir des gens dans mon entourage qui sont des lutteurs de deuxième, voire même de troisième génération. Oui, ça a un impact. Par contre, est-ce que ça a que des côtés négatifs? Non. Je crois que ça a aussi des côtés positifs, certaines opportunités là, qui sont offertes en lien avec ça, mais qui sont tout aussi méritées. Là. C'est pas négatif, au contraire, il faut l'utiliser. Mais oui, je suis certaine que ça a un lien, que ça a un impact, mais c'est rendu là, ils l'ont pas décidé, ça. Là. Okay. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'une question tabou, mais attention, je mets directement les conditions. Si jamais tu ne veux pas en parler, comme je t'ai dit en off, à ce moment-là, on passe à une autre question et ne te sens pas obligé d'en parler. Je voulais savoir, tout à l'heure, on parlait un petit peu que c'était compliqué également d'avoir des catcheuses féminines. Je voulais savoir un peu, parce que c'est un peu l'impression, tu vois, enfin, l'image qu'on a un peu, tu vois, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es déçu un peu de certaines catcheuses? Attention, on n'est pas ici un peu pour citer les noms, moi je m'en fous, mais d'un peu des tenues vestimentaires qu'ils font, un peu des photos aussi qu'ils font et qui donnent un peu, tu vois, enfin, une mauvaise image, entre guillemets, tu vois, enfin, du catch féminin et qui, malheureusement, tu vois, sont contraints d'avoir des messages un peu obscènes, des choses comme ça. Est-ce que parfois il y a des fois des photos ou des tenues qui t'agacent un petit peu? On n'est pas là ici encore une fois pour citer le tournant, mais j'aime bien avoir un petit peu l'avis, tu vois, enfin, de quelqu'un de féminin et surtout en plus qui est catcheuse, parce que c'est vrai que si tu parles ça avec un homme, il n'aura pas exactement le même regard qu'une femme peut avoir. Moi, je suis beaucoup dans le vivre et laisser vivre. Si ces femmes-là sont heureuses à faire ça, j'ai aucun problème. C'est vraiment pas quelque chose que je juge. Au contraire, s'ils sont assez bien dans leur peau pour être capables d'aller chercher peut-être des fois cette aide financière-là, parce qu'on se mentira pas, là, c'est quand même une partie lucrative là, pour celles qui sont à l'aise de le faire. Moi, personnellement, je suis pas à l'aise. Parce que, bon, j'ai pas cette estime-là de mon corps. Tu sais, comme on en parlait tantôt, j'ai toujours été très ronde, plus imposante. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Est-ce que j'y ai déjà pensé? Oui, mais ça m'a effleuré l'esprit, mais jamais de là à dire oui, je vais le faire. J'en connais qui le font, puis mon Dieu, comme je te dis, moi, c'est si elles sont heureuses avec ça, tant mieux. Est-ce que ça peut apporter des commentaires
obscène, malheureusement, je crois que oui. Mais je pense que dans la vie, peu importe ce qu'on fait, il faut apprendre à vivre avec les conséquences de ses actes. Ça en fait un peu partie. Il y a certaines, tu sais, on le voit beaucoup à la WWE, il y a certaines filles qui ont des gimmicks. Oh non, c'est même pas par rapport à OnlyFans, mais juste quand elles luttent, ils ont des gimmicks un peu plus sexy, des choses comme ça. Il y en a qui me dérangent moins que d'autres. Mais tu sais, pour moi, la lutte, c'est tellement pas quelque chose de sexualisé que j'aime moins. Ça m'attire moins personnellement. Là, c'est vraiment une pure opinion personnelle. Moi, c'est vraiment l'aspect combat qui m'attire. Donc, j'ai pas comment je peux dire? J'ai pas d'affinité, en fait, avec ce type de personnage-là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça, c'est évident. Mais moi, de mon côté, comme je te dis, moi, je suis super ouverte à tout ça. Si elles sont contentes avec ça, bravo à elles. Moi, c'est quelque chose que je ferais pas, mais c'est vraiment propre à moi, là. Ok. Non, mais au moins, tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu savoir si ça te dérange en tout, parce que tu vois, en général, c'est vrai que c'est des questions qu'on n'aime pas trop de donner son avis là-dessus. Et de toute façon, comme tu l'as vu, ma question, elle n'était pas pertinente et toi, ta réponse, elle était correcte. On va revenir vers toi. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui a été compliqué en étant catcheuse? Qu'est-ce qui est compliqué quand on est catcheuse, selon toi? Je l'ai dit, hein, ça va monter les questions compliquées. Oui, c'est correct. Non, ça me dérange pas du tout. Ce qui est compliqué, j'ai pas présentement, je vis pas particulièrement quelque chose de plus compliqué qu'un homme, là. Si je le compare vraiment homme-femme, là, je suis pas certaine que c'est plus compliqué pour moi que pour un homme. Pas en ce moment, en tout cas. J'ai la chance d'être vraiment prise d'égal à égal avec les hommes en ce moment. Donc, j'ai sensiblement les mêmes conditions qu'eux. J'ai le même respect qu'eux. Mon Dieu, en fin de semaine dernière, j'ai lutté contre un homme devant, comme je parlais tantôt, une expo agricole. Donc, ça a super bien été. Ça a très bien été reçu par le public. Non, moi, en ce moment, j'ai pas... Je ne saurais dire. Ok, non, mais je sais pas, on ne sait jamais parce que tu vois, souvent on peut avoir des. Tu dirais peut-être un peu de sacrifice, peut-être aussi. C'est sacrifier ses week-ends parce qu'en général, on ne peut pas sortir les week-ends, c'est plus peut-être par rapport à ça. Oui. Le fait de. Mais pas plus que quelqu'un d'autre qui lutte, je te dirais. Ça, c'est vraiment de façon générale. Mais moi, en ce moment, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est ça que je veux faire. J'ai pris la décision d'accepter tous ces bookings-là. J'aurais pu en refuser. Je les ai acceptés, donc c'est vraiment propre à moi, là. Mais non, je peux pas dire que c'est plus compliqué ou quoi que ce soit, là. Ok. Et est-ce que c'est compliqué, là, cette fois-ci, de pouvoir s'auto-évaluer? Je m'explique dans ce que je dis. On sait que dans le monde du catch, l'argent, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas vivre. Ou alors, il y en a, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recommande absolument d'avoir un travail à côté. Mais est-ce que c'est compliqué, disons, plutôt de se trouver en fait un prix? Est-ce que, par exemple, toi, si demain, je sais pas, au Québec, c'est quoi? C'est les dollars, c'est ça? Oui, exact. Ok. Du coup, si admettons, demain, on te dit, bah voilà, j'ai besoin de toi pour ce week-end, je te propose 30 $, et puis le week-end prochain, je te propose 10 $. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va t'embêter, ou est-ce que tu as vraiment disons, un prix basique qu'il faut monter, mais on ne peut pas aller en dessous? Ou alors, tu peux aller en dessous, mais pas plus d'un barème non plus? J'ai un barème, effectivement, que je respecte. Si on va sous ce barème-là, je me déplacerai pas, tout simplement. Mais c'est ça,
c'est vraiment propre à chacun, là. Il n'y a pas personne qui a le même barème, là. Moi, le mien est établi depuis quelques années déjà. Avec l'inflation et tout ça, le changement de la vie, j'ai ajusté. Mais non, moi, c'est ça. J'ai un barème. Si la compagnie ne veut pas respecter ce barème-là, ben, je refuse tout simplement de me présenter. C'est pas plus compliqué que ça. OK. Tu as déjà entendu qu'à l'époque, et moi, quand on m'a dit ça, parce qu'on parle justement d'argent, moi, à l'époque, ce qui m'avait choqué, c'est qu'on m'avait dit que Rey Mysterio, qui est quand même aujourd'hui quelqu'un d'assez réputé, tu sais qu'il était payé d'un sandwich et d'une bouteille de coca. Tu as déjà vu quelqu'un payé comme ça, ou vraiment jamais, ou peut-être les personnes qui viennent peut-être un peu, enfin, tu vois, de se lancer, un peu de débuter. C'est bizarre à dire, hein, mais... J'ai déjà, moi, dans le passé, là, j'ai déjà été payée, mettons, un certain nombre d'argent et une bière. J'ai déjà vu aussi être payée avec un hot dog et une bouteille d'eau, des choses comme ça. Mais tu sais, ça date de quelques années déjà, là. Ça a changé beaucoup depuis, là. OK. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu, peu importe, hein, pour des décisions quelles que ce soit, parce que bah voilà, tu t'es opposé à quelque chose. Alors, encore une fois, on n'est pas ici un peu pour citer des noms, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu? Oui, absolument. Quand j'ai commencé, il y a des gens, en fait, qui se sont collés à moi dans l'espérance, en fait, de profiter, en fait, parce que nous, quand une femme commence, elle a toujours quand même un bon boost de popularité parce que une nouvelle femme, il n'y en a déjà pas beaucoup. Donc, quand il y en a une nouvelle, ben, on essaie de la montrer le plus possible pour qu'elle ait des demandes de booking et tout. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui ont essayé de se coller à moi pour profiter de ce boost de popularité-là. Donc, oui, j'ai des gens qui m'ont déçu, mais tu sais, pas de là à normal dormir la nuit. Je dors très bien la nuit. Non, mais c'est très important. Et du coup, une question, enfin, un peu similaire à celle-là. Qu'est-ce qui t'énerve, toi, en général, dans le monde du catch? Est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu vas faire des courses, qu'un fan te reconnaît et soit pas très respectueux avec toi? Est-ce que c'est déjà arrivé que, bah, pareil, peut-être, et tout à l'heure, tu signais des autographes, tu fais des photos, on a un peu bousculé quelqu'un, ou alors on t'a un peu bousculé. Qu'est-ce qui t'énerve, toi, des fois un peu dans le domaine du catch? Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle jamais. Moi, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui énerve les catcheuses et qu'est-ce qui énerve Azael. Les commentaires misogynes. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quelque chose pour moi qui a pas sa place. On m'a demandé dans les derniers mois, j'étais heel et je venais de gagner, un peu en trichant, naturellement. C'est le but d'un heel, après. Oui, c'est ça, exact. Et quand je célébrais en bas du ring, il y a un homme qui s'est avancé qui m'a demandé j'étais enceinte de combien de semaines. Ah oui, d'accord, OK. Oui. Donc, tu vois ce genre de commentaires-là, moi, c'est quelque chose qui passe pas. Le gars s'est fait engueuler comme du poisson pourri, mais les gens autour de lui m'ont applaudi de l'engueuler comme du poisson pourri. Donc c'est ça. Il y a vraiment un changement au niveau de la mentalité. C'est de moins en moins fréquent, mais ces commentaires-là, ça ou tu sais quand deux femmes luttent, je sais pas si c'est quelque chose qui est populaire en France, mais nous de se faire dire de faire les ciseaux là. Donc ça c'est quelque chose parfois qui revient, de moins en moins, encore une fois, heureusement. Mais c'est ce genre de commentaires-là, moi, c'est quelque chose qui passe pas. Faire une anecdote rapide en lien avec ça, quand j'ai été blessée à un bon moment à un genou et j'allais voir quand même les spectacles. Je luttais pas, mais j'encourageais mes amis et mon ami lutte et
lutte, tout qu'un match, là. Un solide match contre des hommes. Les gens en arrière de moi, les hommes en arrière de moi se sont mis à commenter son apparence, l'aspect de ses fesses et ce qu'il ferait avec elle. Et moi, ça, c'est quelque chose qui a vraiment pas passé. Moi, d'habitude, moi aussi, je suis très pacifique. Je me choque rarement sur certaines choses. Je parle rarement. Je vais souvent l'encaisser plutôt que de réagir. Extérioriser. Oui, c'est ça, que d'extérioriser. Cette fois-là, j'ai réagi. J'ai réagi fort. Là, cette fois-là aussi, ils se sont fait engueuler comme du poisson pourri. Ouais. Ok, non, mais c'est vrai que tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. On arrive bientôt à la fin de l'interview, ne t'inquiète pas. Je voudrais juste encore une fois parler d'une question un peu personnelle. Tu parlais un petit peu de ton poids. Ça a été aussi un complexe pour toi dans la vie de tous les jours. Tu as déjà subi un peu du harcèlement scolaire? Oui, absolument. Ouais. Oui, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, malheureusement. Au secondaire, là, nous qui est comme, on a primaire, secondaire, puis après ça, on a le collège. Secondaire, là, j'en ai eu quand même un peu. Heureusement, ça n'a pas été si pire que ça. C'est vraiment un peu plus par après, là, moi, que mon poids a commencé à augmenter. Ça a toujours été, c'est un combat quotidien, là. Ça a toujours été, ça sera toujours, malheureusement. Mais je le vis de mieux en mieux. Je l'accepte de plus en plus. Et je m'aime de plus en plus. Donc, je travaille, c'est ça, je travaille beaucoup sur moi. Je m'entraîne énormément. Je fais vraiment attention à ce que je mange. J'ai perdu beaucoup de poids dans les 2 dernières années. Là, j'ai perdu plus de 60 livres. Là. Donc, je sais pas en kilos, malheureusement, qu'est-ce que ça fait. Je m'excuse. Mais j'ai perdu quand même pas mal de poids. Donc c'est ça, je travaille beaucoup sur moi-même, mais oui, ça a toujours été quelque chose de plus difficile. Puis quand j'étais heel, ben naturellement, c'est ça que les gens attaquaient en premier, là. Moi, de me faire traiter de truie, ça a été quelque chose d'assez régulier, récurrent, malheureusement, là. Mais j'ai toujours eu une bonne carapace, par contre. Donc, ça a toujours assez bien été, là, à ce niveau-là. On est déjà venu se confier à toi en MP par rapport à ça, ou peut-être que justement quelqu'un qui verra cette interview viendra peut-être se confier à toi par rapport à ça, mais toi, c'est quelque chose d'important de pas se laisser faire. Et le harcèlement scolaire fait beaucoup de dégâts, notamment que ce soit ici en France ou côté du Québec, c'est aussi la même chose. Que ça soit au niveau des réseaux sociaux et tout, autres, on est déjà venu se confier à toi personnellement par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui subissait du harcèlement et tout. T'as déjà pu aider certaines personnes? J'ai certaines personnes, oui, qui sont venues m'écrire en privé, là, principalement sur Instagram, pour me parler justement de situations plus difficiles. C'est sûr que pour moi, j'essaie de les aider du mieux que je peux, mais c'est toujours important d'en parler avec un adulte. Moi, ça a été surtout des jeunes filles qui vivaient là, de l'intimidation au niveau scolaire. Donc c'est ça, j'essaie le plus souvent possible là, de les référer à un adulte de confiance dans leur entourage, parce que malheureusement, je suis souvent loin de ces personnes-là, puis j'ai quand même une vie personnelle de mon côté également, donc je peux pas me permettre d'être émotionnellement investie à 100%, là, de l'être un petit peu pour les aider au départ, ça me fait plaisir, mais je veux pas m'investir à 100% là, dans ce type de situation-là. Donc, effectivement, oui, c'est arrivé, puis ça me fait toujours plaisir d'être là. Ça veut dire que ces gens-là ont une grande confiance en moi quand ils m'approchent avec leurs problématiques. Mais c'est ça, j'essaie du mieux possible de les aider pour que ce soit efficace, finalement, là, qu'ils puissent voir une amélioration positive là, dans leurs conditions. Là. OK. Encore 5 dernières questions, mais qui vont aller très vite, et après on y va. Je vais parler un peu moins fort parce que j'ai mes parents qui dorment à côté et j'ai pas envie
j'ai pas envie qu'il vienne me ruiner l'interview. Je voulais savoir, c'est quoi oui, c'est ça. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Excuse-moi, c'est le mot conseil que j'avais du mal à trouver. Donc, c'est correct. c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné pour justement mieux te perfectionner sur un ring? En fait, le meilleur conseil, ça a toujours été de lutter comme un homme. De me faire traiter d'égal à égal. Ça a vraiment été ça, puis c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait toute la différence. Là. OK. Au moins, tu vois, réponse courte. Non, mais c'est bien. Au moins, on passe pas 10 ans là-dessus. C'est le petit blitz. Voilà, c'est ça exactement. Alors, ici, j'ai créé un concept qui a maintenant un moment. Ok, c'est un peu la question bonus. D'accord. Je vais donner une baguette magique virtuelle. Ok. Tu as la possibilité de faire apparaître n'importe quelle catcheuse ou catcheur devant toi. D'accord. Que tu souhaiterais un jour affronter ou dans nos rêves les plus totales, si c'est des catcheurs qui sont morts, mais quel catcheur ou catcheuse aimerais-tu affronter si un jour tu aurais la possibilité d'affronter? Je vais réussir à trouver mes mots, excuse-moi. En général, j'en demande un seul, mais comme on m'a tellement trop respecté ici que j'ai accepté pour 3, donc du coup maintenant tu peux me donner 3 noms, c'est autorisé. Je ne t'engueulerai pas. Par contre, si tu vas à 4, non. Là, Azaël, s'il te plaît. C'est ça exactement. Ça sera peut-être pas autant. Tu me respectes quand même, Azaël. Hein, je vais te nommer un homme et une femme. Ça te convient? Okay. Ça me convient. Une femme, c'est Beth Phoenix. Mon Dieu. C'est compliqué. Ben, homme, c'est qu'il y en a tellement plein. C'est sûr que un de mes idoles, pour moi, c'est Kevin Owens. Ça a toujours été le cas. Donc, je vais nommer Kevin Owens. Tiens, je vais y aller avec des lutteurs de la WWE. OK. Un petit dernier ou une petite dernière? Un de plus? Un bonus? 3, j'avais dit. Hein, j'avais dit. Oui, c'est ça. Un bonus, mon Dieu. Quelqu'un que j'aimerais que... Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé, hein, pas forcément quelqu'un de vivant. Mon Dieu. Elle est compliquée, la question. Je le sais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'appelle la question bonus. Hein, parce que... Oui, c'est correct. Elle est toujours vivante. Puis elle est toujours... En fait, elle est à la WWE en ce moment. Mais j'aurais beaucoup aimé l'affronter dans le temps qu'elle était dans le indie. C'est Candice LeRae. OK. Oui, dans le temps qu'elle était dans le indie, là, le One Tough Cupcake. Okay. J'ai toujours aimé son personnage dans l'indie. Tu parlais tout à l'heure de Kevin Owens, c'est quelqu'un que tu as pu déjà croiser ou vraiment jamais? Kevin Owens, Sami Zayn, peut-être PCO aussi, non? Oui, PCO, je l'ai croisé à quelques reprises. Kevin Owens, je l'ai croisé une seule fois, mais c'était même pas en tant que lutteuse, c'était en tant que fan. J'ai une photo avec lui là, lors de son dernier spectacle à Montréal. Il venait tout juste d'être signé avec la WWE, il s'en allait. Donc, c'était son dernier spectacle. Donc, je l'ai croisé là. Sami Zayn, jamais. Je l'ai jamais croisé. OK. Et du coup, pour toi, c'est une fierté, ce qu'ils sont devenus, tu vois, ça représente bien le Québec là-bas. C'est aussi une fierté pour toi, ces gens-là, du côté de la WWE? Oui, absolument. Ben, PCO aussi, même au niveau de la TNA, là, ce qu'il a fait avec eux, c'est vraiment formidable. Mais oui, je trouve ça vraiment, c'est inspirant. OK. On arrive bientôt à la fin, ne t'inquiète pas. Une question, je suis désolé, je suis obligé de la poser, je la pose à tout le monde. Alors là, c'est pas la question bonus, mais c'est la question qui fâche. Je suis désolé. Que réponds-tu, toi, aux gens qui te disent le catch, c'est truqué? Et est-ce que tu penses parfois, attention, je mets bien des guillemets dans ce que je veux dire, est-ce que tu penses aussi parfois qu'il y a certains catcheurs qui n'aident pas aussi le catch avec certaines choses qui font aussi que, certaines personnes voient le catch, se disent, lui, il est catcheur, et donc, du coup, le catch, ça se passe comme ça, alors qu'en fait, forcément, c'est pas souvent le cas.
Il y a il y a certaines organisations, en fait, au Québec, qui, malheureusement, ne sont pas réputées pour donner des bons spectacles. Donc, oui, ça, c'est sûr que ça aide pas du tout là, la réputation. Par contre, ce que je réponds à quelqu'un qui me dit que c'est fake, je lui dis est-ce qu'il a aimé son film de Marvel la semaine dernière, parce que ça aussi, c'était fake, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai que, en fait, en gros, tu vas beaucoup plus faire chier un catcheuse ou quelqu'un qui est fan de catch. Mais par contre, tu verras pas quelqu'un qui va dénigrer Marvel. C'est en gros, tu vas dire Spider-Man, il n'existe pas. Le mec, c'est comme si qu'il va te sauter dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, du coup, pour eux, en fait, en gros, c'est beaucoup plus crédible, entre guillemets, de voir quelqu'un qui se balade de toi en toi, qui est un super-héros, que quelqu'un qui, désolé du terme, mais se casse le cul et tout, et peut risquer sa vie. Toi, c'est quelque chose aussi qui... Là, on parle de ça aussi en blaguant, mais on rappelle encore une fois que vous pouvez risquer, à tout moment, vous pouvez risquer aussi votre vie. C'est quelque chose, toi aussi, qui te prend aussi par les tripes d'entendre des âneries comme ça au niveau du catch et tout. Vous touchez pas. En gros, les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est le fait, en gros, que tu peux avoir une meilleure amie, que pendant 10-20 minutes, ça peut être ta pire ennemie, que entre guillemets, à la tuer, entre guillemets, puis après, vous allez manger ensemble et tout. C'est ça qu'ils n'arrivent pas aussi à comprendre, les gens, mais le fait de te blesser, de te sacrifier, et c'est quelque chose aussi qui te dérange beaucoup, toi, énormément. Ça me dérange pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui m'affecte énormément. C'est sûr que j'essaye de propager le plus possible l'information, à savoir, écoute, un ring, c'est quand même un corps de métal avec du bois et tout. Là. Oui, il y a un petit matelas, là, mais c'est un petit matelas. Là. Et encore. Et encore, c'est ça. Moi, j'ai eu une blessure majeure. Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur dans le genou. J'ai dû me faire opérer. Donc, c'est sûr que oui, c'est quelque chose qui me fait grincer des dents un peu, mais j'essaie de ne pas m'en faire avec ça. Puis au contraire, j'essaie de propager l'information de la bonne façon plutôt que d'être fâchée de ça, puis que ça m'affecte finalement, là, parce que les gens aiment beaucoup parler de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Hazel, ça va être vraiment la toute dernière question, puis après, je vais te laisser conclure l'interview. Encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. La dernière question, elle est très simple, très simple pour moi, mais peut-être un peu compliquée pour toi, je suis peut-être désolé. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher, parce que le public, il était là et c'est vraiment ton endroit favori, et il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher, peut-être parce que les conditions ont fait que ce jour-là, c'était nul, ou alors qui fait que les conditions, tout le temps, à chaque fois que vous allez là-bas, c'est une catastrophe. Je sais qu'on m'a déjà parlé, alors je ne te parle pas du Québec, je te parle d'ici en France. Par exemple, il y avait un endroit où les gens, ils n'avaient pas de vestiaire, ils devaient se changer dans un camion. Ouais. Évident, des choses comme ça. C'est un endroit, toi, qui te plaît le plus, c'est un endroit où tu n'aimes pas trop aller. J'adore aller. On a une salle de spectacle à Québec, dans la ville de Québec, qui s'appelle Le Diamant. C'est une salle de spectacle multidisciplinaire, donc qui est vraiment modulable. Donc, ils peuvent entrer les estrades, ils peuvent vraiment moduler la salle au complet. Et c'est une salle assez prestigieuse. Donc, c'est toujours très impressionnant d'aller lutter dans cette salle-là avec la NSPW. Donc, c'est toujours particulier. C'est une ambiance vraiment spéciale de lutter au diamant. Sinon, mon Dieu, c'est sûr que dans tout ce qui est les événements d'été, là, les festivals, ces choses-là, des fois, effectivement, on doit changer dans des camions ou des trailers, là, des remorques
dans laquelle le ring était. T'sais. Donc ça, c'est un peu plus ardu, c'est moins agréable un peu, mais c'est pas sur une base régulière. Là. Je te dirais que maintenant, toutes les organisations qui ont vraiment des spectacles de saison régulière, on a des très bons endroits là où se préparer, tout ça, puis les foules en général sont toujours très, très agréables. Donc, tu sais, c'est ça. Je te dirais que les endroits les moins agréables, mon Dieu, Voilà. c'est vraiment, c'est ça. C'est les spectacles d'été là, où là, on est un peu moins bien organisé que des spectacles de saison régulière. Là. Ok. Je te promets que c'est vraiment la dernière question parce que non, ils ont l'habitude, hein, les gens qui me regardent à chaque fois, je dis c'est la dernière question, puis je rajoute d'autres. mais honnêtement, je te jure que c'est vraiment la dernière question et en plus, c'est une question assez importante. Est-ce que pour toi, c'est un peu aussi un regret ou pas du tout d'être devenue catcheuse? Je t'explique très, très rapidement pourquoi je te pose cette question. Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué, et beaucoup de catcheurs et de catcheuses qui sont venus, tu vois, je le remarque un peu quand je discute avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le fait que tu deviens catcheuse ou que tu deviens catcheur, tu n'as plus le même regard que quand tu étais fan. Est-ce que toi, personnellement, aujourd'hui, tu arrives encore, bon, je sais qu'il y a le boulot aussi, en général, qui prend aussi beaucoup de temps, mais est-ce que tu arrives, par exemple, des fois, à te mettre, par exemple, là, récemment, on a eu ce SummerSlam, est-ce que tu arrives à te mettre devant des pay-per-view, devant Raw, devant SmackDown, devant la TNA, enfin bref, peu importe, est-ce que tu arrives encore à regarder des shows de catch où tu n'as plus trop de temps, et est-ce que cette étincelle qui était en toi à tes tout débuts, est-ce qu'elle est encore là ou elle est moins là, le fait que tu connais un petit peu faire du décor? J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter des événements de lutte. J'ai écouté juste le premier match de SummerSlam. J'ai pas eu le temps de le terminer encore, mais c'est dans mes plans. Je luttais le même soir, donc ça a été plus difficile. Mais je ne te spoilerai pas. Ah, j'ai été spoilée surtout, là, malheureusement. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai les résultats d'à peu près tous les matchs, mais je veux voir les matchs. Là. Donc, c'est ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter de la lutte. Je suis beaucoup plus critique qu'avant. Je pense que c'est juste normal. J'ai jamais, moi, tu sais, en n'ayant pas écouté la lutte, quand j'étais jeune, j'avais pas nécessairement, comme tu dis, cette étincelle-là, tu sais, de dire, oh mon Dieu, c'est magique, je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière le rideau et tout et tout. Moi, dès que j'ai connu la lutte, je savais qu'est-ce qui se passait derrière le rideau. Donc, j'ai jamais eu cette espèce d'innocence-là, là, de naïveté-là. Donc, je l'ai pas perdu parce que je l'ai jamais eu. Par contre, est-ce que je regagne du plaisir à écouter la lutte? Oui. J'ai été plusieurs années, j'ai écouté beaucoup de lutte au début de ma carrière, là, du indie, là, j'en mangeais. J'ai été quelques années à ne pas écouter de lutte du tout. Rien du tout. Autre que mes matchs et les matchs de mes amis, par exemple, mais pas d'événements de lutte ou quoi que ce soit. Puis récemment, avec les changements qu'il y a eu à la WWE, je regagne du plaisir là, à recommencer à écouter là, les PLE maintenant. C'est plus un pay-per-view, c'est un PLE. C'est pareil. Mais ouais, je recommence à avoir du plaisir à écouter les événements là, de la WWE, TNA aussi. Donc, je me sens NXT. Tu sais, l'association NXT-TNA, là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Là. Je la prolonge vraiment, mais d'un tout petit peu, si tu me le permets. Par exemple, est-ce qu'au soir, en général, il y en a, ils font des soirées Netflix. Et toi, est-ce que toi, par exemple, au soir, peut-être ce soir, hein, je sais pas, enfin, je te pose une question, ou peut-être que ça t'est déjà arrivé hier ou avant-hier, bref, au lieu de regarder Netflix, tu vas te regarder un bon pay-per-view. Oui, absolument. Okay. Absolument. Tu vois, quand je suis arrivée là, dimanche de ma lutte, parce que c'est comme je te disais, on a dormi là samedi soir. Dimanche, quand je suis arrivée à la maison, première chose que j'ai faite, j'ai branché SummerSlam. Là, finalement, j'ai juste écouté le premier match, j'ai pas pu écouter au complet, mais ça a été la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai branché SummerSlam. Ok. Azel, je vais te libérer. Ça y est, c'est la fin de l'interview. J'espère que tu as passé un bon moment, mais en tout cas, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je vais te laisser la conclure
promo, réseaux sociaux où on peut te retrouver prochainement. Et est-ce que aussi, toi aussi, tu fais partie de la team des personnes qui se lancent sur Twitch ou non, qui sont sur console et tout. Donc, non, mais je veux dire, si jamais tu l'es, n'hésite pas à balancer ton pseudo, ta chaîne Twitch, on mettra tout dans la description. Non, pas du tout. Merci à toi pour l'invitation. C'était très agréable. Je te rassure, ça n'a pas paru long du tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Les réseaux sociaux, je suis sur Facebook sous le nom Azael. Je suis sur Instagram sous red.women.azael. Même chose sur TikTok, donc red.women.azael. Une team TikTok, tu vois? Oui, c'est ça. Moi, c'est TikTok. mais non, c'est ça. Non, j'ai longtemps eu un Twitch. J'ai twitché vraiment longtemps, mais non, ce n'est plus pour moi. C'est dans une vie antérieure. Mais c'est ça, c'est les 3 réseaux sociaux principaux là, pour me suivre. Mon mois d'août est très chargé, donc suivez les réseaux si vous voulez en savoir plus. Merci à tous d'avoir regardé. Merci encore une fois à Azael. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.